Bien évidemment, la critique qui est portée contre la Cour pénale internationale, c'est qu'elle véhicule une justice à deux vitesses, une justice sélective, une justice discriminatoire, et même par moments on parle de justice de blanc. J'ai eu déjà à réfléchir sur cette question. Alors, il y a eu plusieurs débats à travers le monde, et cet ouvrage, c'est la justice universelle en question, justice de blanc contre les autres. C'est un débat qui revient continuellement. Et ce qu'il faudrait retenir quand on dit qu'il y a beaucoup de dossiers africains qui sont devant la Cour pénale internationale, et que ces dossiers ne concernent que des ressortissants africains. C'est une réalité. C'est exact. Mais il faudrait tout simplement dire qu'à ses débuts, ce sont des États africains qui ont choisi de saisir la Cour pénale internationale. Vous savez, une disposition de l'article, qui est l'article 17 du statut de Rome, dit que si un État n'est pas prêt, c'est-à-dire n'est pas en capacité de juger, ou n'a pas la volonté de juger, la Cour pénale internationale peut être compétente. Cela me permet de préciser que la Cour pénale internationale n'est pas directement compétente. C'est une juridiction subsidiaire. C'est une juridiction complémentaire aux juridictions nationales. Si les juridictions nationales fonctionnent, la Cour pénale internationale n'intervient pas. Elle n'intervient que lorsque les juridictions internationales, les juridictions nationales, alors ne fonctionnent pas ou en font la demande. Or, dans le cas d'espèce, toutes les premières affaires qui ont été portées devant la Cour pénale internationale sont des affaires qui sont portées par des États africains. Et la justice étant lente, il va de soi qu'on a estimé que l'examen de ces affaires, leur jugement, finalement, ne se focalise que sur les Africains. Je dois donc pouvoir vous dire qu'il faudrait évidemment que nous ayons une justice internationale qui peut juger l'ensemble des crimes qui se passent à travers le monde, pour que tous les ressortissants des États qui sont dans des théâtres de conflit, que cela puisse répondre de la Cour pénale internationale si un jugement à l'interne n'a pas eu lieu. Et on a parlé d'un certain nombre de grands pays qui sont membres du Conseil de sécurité et qui ne sont pas partis au statut de Rome. Oui, mais faudrait-il dire que cela mette la légitimité de la Cour pénale internationale en cause? Je ne le pense pas. Je pense que ce qui est en cause aujourd'hui, c'est les orientations. Donc de la Cour pénale internationale, les poursuites qu'on aurait voulu voir étendues à plusieurs autres pays pour montrer que l'Afrique n'est pas la seule zone géographique dont les ressortissants sont poursuivis. Le procureur poursuit actuellement dans un certain nombre de pays comme la Colombie, le Honduras et pratiquement bientôt un procès portant sur la Géorgie aura lieu en ce qui concerne les crimes qui ont eu lieu en Ossétie du Sud. Ce qui voudrait dire que s'il y a à cet instant précis un nombre beaucoup plus important d'Africains devant la Cour pénale internationale, cela est une réalité qu'on ne peut pas nier, mais cette réalité est tempérée par le fait que toutes ces affaires qui auraient pu être jugées aussi en Afrique ne l'ont pas été parce que ce sont les États africains qui l'ont porté devant la Cour pénale internationale. Le Sénégal est le premier pays au monde à avoir ratifié le statut de Rome. En le faisant, il a ouvert la voie à 123 autres États au monde. Ce qui voudrait dire que le Sénégal croit, avec l'ensemble des pays qui ont ratifié le statut de Rome, à la nécessité de lutter contre l'impunité, croit à la nécessité de défendre les valeurs de justice, les valeurs de liberté, de manière à ce que la dignité humaine soit préservée en évitant
à ce que les crimes internationaux qui heurtent la conscience universelle, que les responsables de ces crimes ne soient pas jugés et que les responsables de ces crimes ne soient pas poursuivis. Bien évidemment, l'affirmation du Sénégal au statut de Rome l'a été par le président de la République Macky Sall lors du sommet de Kigali, où il était question que l'Union africaine prenne une position politique vis-à-vis du retrait des États africains de la Cour pénale internationale. Il a eu à exprimer que l'adhésion à la Cour pénale internationale est un acte volontaire. C'est pourquoi, aujourd'hui, le retrait voulu par le Burundi et par l'Afrique du Sud est un acte de souveraineté qui est prévu par le statut, les conditions d'adhésion comme les conditions de retrait. Et cela est prévu aussi par le droit des traités et la Convention de Vienne de 1969 qui définit le cadre dans lequel vous pouvez être dans une convention, dans un traité, dans une charte et aussi les conditions dans lesquelles vous pouvez les quitter. Donc c'est un acte de souveraineté. Aujourd'hui que ces États disent qu'ils veulent partir. Mais ce que je dis également, lorsque vous déposez un acte de retrait, les mêmes conventions et le statut prévoient que c'est dans un délai de 1 an que le retrait devient effectif. Si en 2016, ces États quittent la CPI, c'est en 2017, à la date du dépôt effectif, que l'on dira que le retrait a été effectif. Je dis qu'il faut saisir cette opportunité pour engager un dialogue avec les États qui voudraient quitter la CPI. Et pour cela, il faut écouter leurs récriminations, leurs appréhensions, les critiques qu'il faudrait examiner, parce que si un fonctionnement n'est pas conforme aux attentes d'un des membres, d'un des États partis, il faudrait l'entendre. Mais j'ai dit où? À l'Assemblée des États partis. L'Assemblée des États partis est le cadre qui est créé par le statut de Rome, où les différents États peuvent formuler leurs critiques, formuler leurs observations et proposer des modifications législatives pour rendre la Cour plus efficace, plus perfectible, plus à même dans l'indépendance et l'impartialité de rendre la justice. Alors j'en demande et j'en appelle aux États qui sont sur le point de quitter. Vous avez cité un certain nombre d'États. S'ils ne l'ont déjà fait, ou s'ils sont sur le point de le faire, alors de donner une chance au dialogue, à la négociation, et de pouvoir discuter à l'Assemblée générale des Nations, à l'Assemblée générale de l'Assemblée des États qui aura lieu, dont la session aura lieu du 16 au 25 novembre, de discuter l'ensemble des questions et avec les 134 États pour trouver un consensus dynamique. Je voulais pouvoir dire que ce message d'anticipation est un message qui n'est fondé que sur la réalité de la souveraineté des États. Parce qu'on ne peut imposer à aucun État d'adhérer au statut de Rome, comme on peut lui imposer de ne pas aussi quitter le statut de Rome. Et c'est sur cette base qu'il faudrait trouver les convergences qui permettent à chacun de se retrouver dans un cadre qui permet de trouver les meilleures solutions à la situation qui est le sujet de leur préoccupation principale. Une autre question est posée en ce qui concerne la crédibilité de la Cour pénale internationale. Moi, je voudrais que l'on distingue deux choses. Il y a les fonctions politiques de la Cour pénale internationale, il y a les fonctions judiciaires. Les fonctions politiques, c'est ce que je porte en tant que président de l'Assemblée des États partis, représentant les 134 États au statut de Rome, portant la parole de ces États, qui est une parole portée sur la prévention des crimes de masse, et leur non-répétition, et la volonté de construire un monde de paix fondé sur la justice et la dignité de chaque être humain.
c'est aussi une fonction législative, celle qui permet de modifier les textes, de modifier les règlements de procédure, à même de permettre à la Cour de rendre une justice beaucoup plus efficace. Et c'est celle qui permet aussi de rendre les conditions les meilleures pour les juges qui doivent prêter serment devant moi, en tant que président de l'Assemblée des États partis, de veiller à ce que leurs conditions matérielles et les êtres et les personnes, le staff qui est au niveau du greffe et du secrétariat, qu'ils puissent avoir les meilleurs traitements possibles, dans les meilleures conditions possibles au sein de l'enceinte de la Cour pénale internationale. Mais il y a l'autre fonction, la fonction judiciaire. Celle-là, il faut la préserver. Il faut la préserver de toute ingérence politique. Parce que le politique et le judiciaire cohabitent difficilement. Cette fonction judiciaire doit être préservée. C'est-à-dire préserver l'indépendance, l'intégrité et l'impartialité de la Cour. Et qui doit, à travers ces hommes et les femmes qui la servent, ne pas du tout remettre en question les principes qui ne sont rien d'autre, les principes de droit, les principes de la règle de droit. Je dis bien 124 États partis. Sans doute dans ma formulation, c'est bien 124 États. Les deux derniers étant le Salvador, qui est le 124e État, et la Palestine, qui est le 123e État. Donc c'est 124 États. La fonction judiciaire, c'est cela. La Cour est libre lorsqu'elle décide de condamner. La Cour est libre lorsqu'elle abandonne des charges. Parce que ce sont des juges de très grande qualité, technique, expertale, dont la probité et l'intégrité ne font l'objet d'aucun doute, tant la procédure de sélection est très difficile. Parce qu'il faut une majorité qualifiée pour qu'ils puissent être élus comme étant des juges. Donc, ceci dit, la distinction de ces deux fonctions m'apparaît nécessaire. Elle nous permet de comprendre que la Cour pénale n'est pas sous le joug des États, mais que c'est une Cour qui fonctionne avec des magistrats libres qui n'obéissent qu'à la seule souveraineté du droit et de la loi. Et vous avez aussi dit, est-ce qu'il est possible de faire revenir ces États de leurs décisions? C'est mon espoir. C'est de dire aux États qui ont exprimé aujourd'hui leur volonté de partir qu'il y a encore un an, une plage de discussion est possible, un dialogue est possible, une discussion pour essayer de mettre sur la table les raisons qui ont fondé la volonté de départ. Vous savez, quand vous êtes ensemble et que vous créez une société, c'est ce qu'on appelle l'affectio societatis qui justifie que vous puissiez être ensemble. Si cette affectio societatis n'est pas là, vous vous séparez. Dans le cadre des traités, il est toujours prévu que la séparation est possible. Mais on a vu aussi des États revenir. Et je voudrais aussi vous dire que ce n'est pas la seule crise que la CPI a connue. Vous vous rappelez, le président Clinton avait ratifié le 31 décembre 2000 le statut de Rome. Et lorsque son successeur est venu, le président Bush, il a eu à revenir sur cette signature le 6 mai 2002 à travers une procédure de désignature qui est exactement la même chose. Donc ce n'est pas nouveau. Une grande puissance avait eu déjà à le faire, les États-Unis. Mais les États-Unis sont aujourd'hui pays observateurs, donc participant aux activités de la Cour. C'est pourquoi j'ai espoir que les États qui veulent partir, alors que ces États-là pourront rester et pourront engager des négociations fructueuses qui permettront ainsi à la Cour de pouvoir avoir les bénéfices de tous les États, d'autant que l'objectif, c'est d'atteindre l'universalité. L'universalité n'est possible que lorsque une grande majorité d'États participent au statut de Rome. L'universalité n'est possible que lorsqu'une grande majorité aussi participe à l'intégration interne des valeurs et normes du statut de Rome dans le droit positif, sinon il serait impossible de juger. Mais l'universalité aussi de la justice, c'est aussi que tous les pays du monde apprennent à renforcer leur système judiciaire national. Si tout le monde le fait,
la Cour pénale internationale sera nécessairement moins utile, mais elle sera toujours nécessaire là où il n'y a pas de justice. Et il faudrait que ces victimes, pour qu'elles ne soient pas seules et qu'elles puissent aller chercher la justice. Et si l'endroit où elles peuvent chercher cette justice s'appelle la Cour pénale internationale, son existence peut être utile et cette existence va permettre de régler un problème. Parce que toute paix qui est construite sans la justice ne peut être qu'une paix bancale. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il va de soi en ce moment que alors la même crise ou le même conflit peut arriver. Une meilleure justice, c'est celle qui fonde la paix la plus solide. Et sinon, elles ne peuvent fonder qu'une paix bancale qui ne peut être que productrice de violence parce qu'elle va conduire à la répétition et qu'elle sera un obstacle à la réconciliation. Voilà les réponses que je voulais pouvoir vous dire sur la première série de questions que vous avez posées. Bon, on va essayer de reprendre 2-3 questions.